Un grand angle politique largement consacré à la nomination du futur gouvernement français de François Bayrou. Ça devrait être dans les toutes prochaines heures. Les favoris, les dernières indiscrétions, ils vont tout nous dire, nos deux éditorialistes de choc. Bonsoir Eva Morletto, journaliste au journal italien Grazia. Et bonsoir Richard Verly, correspondant du média suisse Blick. Je me tourne déjà vers vous, Eva Morletto. Ça va arriver quand? Pendant le journal? Ce soir? Est-ce qu'on a une idée déjà? Ça devrait théoriquement arriver ce soir, parce qu'on a dit demain c'est la journée de deuil pour Mayotte, puis il y a la veille de Noël. Donc théoriquement ça devrait arriver ce soir, même si les Français peut-être commencent déjà à être un peu lassés de cette attente. Et puis, quelles seront les véritables nouveautés qu'on aura? Oui, il y a certains noms qui sortent. Pierre Moscovici, comme voilà, il va terminer son rôle de président à la Cour des comptes, donc il pourrait avoir un rôle dans ce gouvernement. Xavier Bertrand, pourquoi pas, pourrait être un élu du terrain, même s'il ne plaît pas à la droite, mais voilà, il a sa légitimité à faire partie de ce gouvernement. Mais finalement, quelle grande nouveauté ça pourra apporter? Et finalement, est-ce que ça sera, ce gouvernement, la solution pour la France? Ça aurait été peut-être plus envisageable, un gouvernement technique à l'italienne plutôt. Je vais vous reposer la question dans un instant de ce gouvernement technique. Oui. Eva, Richard Verly, vous avez des petites infos de votre côté sur les indiscrétions, les noms qui pourraient arriver, quand ça devrait tomber? Alors, il semble que là, en ce moment, ce soit peut-être un peu différé, puisque vous savez que tous les noms doivent être screenés par la haute autorité pour la transparence de la vie publique, et ça prendrait un peu de temps. Donc on commence à dire que malgré le deuil national pour Mayotte, la liste pourrait être annoncée seulement demain matin, c'est-à-dire lundi. Mais attendons, tout est encore possible ce soir, la soirée est longue. Et puis la deuxième chose sur les noms, effectivement, il y a en gros deux interrogations. La première, c'est quel élément centriste de droite François Bayrou va être capable de convaincre, puisque l'aile droite, à travers Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qu'il allait rester, ce serait très surprenant qu'il ne reste pas en poste. Donc il faudrait plutôt au centre droit, donc ce serait Xavier Bertrand par exemple, qui constituerait un allié assez solide pour François Bayrou, et le flanc gauche de personnalités, disons, qui ont un passé socialiste, un passé au Parti socialiste. Et là, les deux noms qui reviennent, c'est effectivement celui de Pierre Moscovici, aussi celui de François Rebsamen, l'ancien maire de Dijon. Alors Moscovici, c'est un poids relativement lourd parce qu'il a été commissaire européen. Dans le contexte de dégradation des finances publiques de la France, ça aurait du sens. François Rebsamen, franchement, je ne sais pas si son nom est connu dans la rue. Pour les Français, ce sera relativement un inconnu. Pierre Moscovici, ce serait une belle prise quand même pour François Bayrou. Disons que ce serait incontestablement un beau coup, parce que d'abord, il apporterait la crédibilité de l'ancien commissaire européen aux finances, donc il a ses liens avec Bruxelles qui sont importants, et d'autre part, il a été le directeur de campagne de François Hollande. Donc là, on peut parler d'une prise au sein de la nomenclatura socialiste. François Rebsamen, c'est quand même pas le même calibre. C'est une personnalité estimée, mais il n'a d'abord jamais été ministre, y compris sous le quinquennat de François Hollande, et il était plutôt périphérique au parti. Eva Morletto, voilà pour ceux qui devraient arriver, les nouveaux noms. Est-ce qu'il y a des ministres qui pourraient rester? On parle donc de Bruno Retailleau, on le disait à l'instant. On parle également de Rachida Dati. Il y en a d'autres qui pourraient garder leur portefeuille? Alors probablement Geneviève Darrousek à la santé, parce que là, elle a pris à bras le corps le dossier sur Mayotte. On a vu qu'il y a des alertes sur la possibilité du fait qu'il arrive le choléra. Le choléra à Mayotte a stoppé juste en juillet dernier. Donc il faut qu'il y ait une continuité. Il faut qu'il y ait une continuité, surtout en ce moment, surtout en ce ministère. Et en ce qui concerne Bruno Retailleau, forcément, je pense que là, on a un sujet majeur, que est celui de l'immigration. Et c'est un peu la condition qu'il avait donnée, Bruno Retailleau, pour rester, pour aider ce gouvernement. Il avait même dit, OK, on ne fait pas une nouvelle loi immigration, mais on peut prendre toutes les propositions sénatoriales qui ont été faites pour ne pas reprendre du début cette loi. Parce que, en effet, quand on voit ce qu'il a dit déjà Macron à Mayotte, en parlant là aussi d'immigration, en disant, OK, on va reconstruire, mais peut-être on va intervenir aussi sur l'immigration, sur le fait que pour avoir un travail de reconstruction, il faudra ramener les irréguliers chez eux. Donc on voit qu'on commence à introduire à dose homéopathique ce discours, et ça sera central, certainement. Alors un petit peu de gauche, un petit peu de droite, beaucoup de centre. Richard Verly, la sauce, elle pourrait prendre ou pas? Moi, je crois que tout va dépendre de François Bayrou. François Bayrou... C'est lui qui va insuffler l'ensemble? Oui.
D'abord, il va faire un discours de politique générale, a priori vers le 10 janvier. On connaîtra donc ses priorités. Déjà, il y a une grande question. Va-t-il remettre sur la table la réforme des retraites, sous une forme ou sous une autre? Que va-t-il proposer sur le terrain social? Parce que qui dit social dit dépenses publiques. Or, vous avez compris que le budget est quand même en très mauvaise posture. Pour l'instant, c'est une sorte de budget intérimaire qui est en place avec cette loi spéciale qui vient d'être votée. Donc, est-ce que François Bayrou, au fond, la question est simple, peut réussir ce que Michel Barnier a raté, c'est-à-dire à convaincre ses principaux adversaires politiques de ne pas le faire tomber, de ne pas voter la censure. Et pour cela, on connaît l'équation. Il faut absolument qu'il arrive à désolidariser le Parti socialiste, éventuellement aussi les écologistes et les communistes de la France insoumise, parce que si le Rassemblement national, premier groupe à l'Assemblée, vote avec la France insoumise, la gauche radicale. Néanmoins, ils n'ont pas assez de voix pour faire tomber le gouvernement. Donc si Bayrou réussit à geler au fond ce centre-gauche, eh bien, il pourrait durer quelques mois et on verra. Et on verra. Eva Morletto, vous nous disiez tout à l'heure que l'une des solutions, selon vous, ça aurait été éventuellement un gouvernement technique sur le modèle italien. Exactement. Alors l'Italie, c'est un des pays européens qui ont fait plus recours à ce type de gouvernement. On l'a eu 4 fois, dans les années 90, 2 fois avec Ciampi et puis Lamberto Dini, et puis on l'a eu avec Monti et Draghi ensuite. Ça sert un gouvernement technique quand il faut passer des réformes qui sont impopulaires, surtout dans un contexte de dégradation économique, de dégradation du déficit, comme c'est le cas malheureusement aujourd'hui en France avec les agences de notation qui commencent à noter plus négativement le pays. Et comment ça fonctionne concrètement ? Alors voilà, c'est des techniciens et pas des gens issus du parti qui vont prendre les mesures. Les problèmes de la France, il y a 2 problèmes majeurs en France pour appliquer ça. Un, le fait qu'en France, il y a beaucoup plus de polarisation entre les partis. En Italie, comme il y a les gouvernements antisystèmes qui sont allés au pouvoir déjà, comme le mouvement 5 étoiles et aujourd'hui l'extrême droite, ça fait un effet de polissage, disons, des idéologies extrêmes en étant dans l'exercice du pouvoir, chose qui n'est pas arrivée en France, ni avec le RN, ni avec l'extrême gauche, et donc qui permet, disons, à tous les partis d'avoir plus convergé vers le centre, ce qui rend plus possible l'application d'un gouvernement technique. Et puis, il y a le rôle du président. Alors, rappelons qu'en Italie, le rôle du président est symbolique, il est là pour être le garant de la Constitution et il ne représente pas un parti, alors qu'en France, déjà, son rôle dans l'exécutif est central et puis il représente un parti. Donc ça change la donne pour pouvoir appliquer ce type de mesures. Intéressant ce que vous dites, Eva Morletto, puisque j'allais poser la question à Richard Verly et Emmanuel Macron dans tout ça. Emmanuel Macron, d'abord, je pense qu'il était très soucieux de ce qu'il va dire le 31 décembre dans son message rituel aux Français. Il n'avait sans doute pas envie de dire, mes chers compatriotes, nous n'avons pas encore de gouvernement, mais ce n'est pas grave. D'où le fait que François Bayrou est pressé de nommer ce gouvernement. Et puis ensuite, il va falloir qu'il explique une nouvelle fois quelles sont les orientations, où va le pays. Et là, c'est très difficile, puisque d'abord, tout le monde le sait, il est très impopulaire en ce moment. Deuxièmement, il a dit qu'il ne démissionnerait pas. Et troisièmement, il a quand même confié les clés à un Premier ministre qui va essayer de naviguer seul avec le Parlement. Donc Emmanuel Macron, il doit incarner un peu la figure de référence, mais pour ça, il faut indiquer un cap. Et tout le monde a compris qu'il a un peu perdu sa boussole, y compris dans certaines déclarations d'ailleurs. On l'a vu à Mayotte, il perd à nouveau son sang-froid. Ça s'annonce pas comme une bonne année pour Emmanuel Macron. Je serais pour ma part très surpris que cette année soit favorable. La précédente, celle qui va se terminer, il y a quand même eu les Jeux Olympiques, quand même eu Notre-Dame. Les bonnes surprises de 2025, pour l'instant, je ne les vois pas. Vous parliez de Mayotte, Richard Verly. Je voulais justement qu'on aborde ce déplacement à Mayotte. Vous disiez que ça ne s'était pas très très bien passé. Comment vous l'avez senti, Eva Morletto, Emmanuel Macron, notamment à son contact avec la population? Est-ce que vous avez été étonné justement de l'animosité qu'il pouvait avoir de la part de certains habitants parfois? C'est déjà pas étonnant. Je veux dire, aujourd'hui, l'État de Mayotte, ils sont en grave difficulté. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Il y a une situation qui est dramatique. Donc, c'est évident que la population soit dans une situation de tension. Mais c'est vrai que Macron n'arrange rien, ne laissant que cette sortie de dire « Regardez, vous êtes en France, donc heureusement, parce que sinon, si vous étiez dans un autre État, sous un autre État de l'océan Indien, il y aurait beaucoup plus de difficultés ».
c'était pas peut-être la sortie meilleure à faire en ces moments-là, quand on a déjà une population en détresse. Et surtout, je peux même dire le verbatim très rapide, puisqu'il dit à la fin, effectivement, pour compléter ce que vous dites, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Oui, c'est voilà. quand même une population en détresse, c'est pas génial. Et surtout, ça pose les Mahorais dans une situation des citoyens de série B. Alors, ils l'ont déjà souvent, cette impression-là. Les territoires d'outre-mer, on a vu que ce soit la Nouvelle-Calédonie, que ce soit la Martinique, les manifestations qu'il y a eu très récemment. Donc, ces populations-là se sentent déjà un peu comme des citoyens de série B. Ce n'était pas peut-être le cas de charger encore la situation avec ces déclarations qui sont complètement impulsives et pas des normes d'État. Richard Verly, à votre avis, dans quel état d'esprit il est Emmanuel Macron, quand il voit cela et quand il rentre après en France pour discuter avec François Bayrou? Si on était une petite souris, là, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Il est le dos au mur. C'est clair, parce que la seule arme politique qui lui reste, c'est la Constitution qui, effectivement, lui permet de rester à son poste jusqu'en mai 2027, la date de la prochaine élection présidentielle. À part ça, que lui reste-t-il? Crédit populaire, il l'a largement perdu. Crédit politique, il l'a aussi perdu avec cette dissolution ratée complètement, dont il dit que les Français ne l'ont toujours pas compris. Et puis ensuite, j'allais dire, crédit de l'homme d'État, c'est quand même entamé par ce type de déclaration, mais c'est aussi, je trouve, entamé par son tempo. Il va à Mayotte, d'accord, mais il va à Mayotte rencontrer la population alors que, objectivement, il y a de vrais problèmes dans l'acheminement de l'aide humanitaire. Et donc, s'il y va, c'est pourquoi? C'est pour être le réceptacle du mécontentement d'une population. Et est-ce qu'on répond au mécontentement de la population de cette façon-là? Je n'en suis pas sûr. Donc je crois qu'Emmanuel Macron, il est assez perdu. Il y a en plus cette série d'articles dans Le Monde qui a été beaucoup commentée, où il aurait prononcé ou se prononcerait à l'Élysée des phrases quand même un petit peu compliquées ou un petit peu, disons, détestables par le racisme rampant, l'homophobie, etc. Bref, il y a un climat qui est un climat de fin de règne, il faut bien le dire, alors que la fin institutionnelle, ce ne sera qu'en mai 2027, il y a encore 2 ans. Eva Morletto, en Italie et dans les autres pays, comment on le perçoit justement Emmanuel Macron? Mais alors, voilà, disons que selon les gouvernements. Alors aujourd'hui, le gouvernement de Giorgia Meloni ne l'a pas jamais vraiment apprécié justement pour cette attitude arrogante. Et je voulais revenir juste à ce qu'il a dit, Richard. Il faut rajouter à tout ça aussi la position de Bayrou, c'est-à-dire le fait d'avoir renoncé à la réunion de crise pour aller au conseil municipal de Pau et d'avoir rajouté une énième gaffe en disant oui, mais on ne peut pas se déplacer, moi, en tant que Premier ministre et le président Macron, à l'étranger par la même occasion, ce qui, encore une fois, met les Mahorais dans une position d'étrangers et pas de Français. Et c'est que voilà. Il y a effectivement beaucoup de gaffe sur gaffe, on a l'impression depuis quelques semaines. Richard Verly, pour conclure, je voulais juste savoir concernant Emmanuel Macron, est-ce que maintenant l'un de ses exercices favoris, c'est d'aller à l'international? On l'a vu à Djibouti, on l'a vu en Éthiopie. Est-ce qu'il va jouer un petit peu son va-tout justement en ayant un peu un rôle d'ambassadeur de la France à l'étranger désormais? Alors sans doute, d'autant qu'il le fait bien. Il reste quand même, il a encore une bonne image dans pas mal de pays étrangers, sauf que là, la crise économique française va le rattraper. C'est-à-dire que être ambassadeur, c'est bien. Avoir un certain talent, être bon sur la photo, c'est bien. Faire des belles promesses, c'est bien. Mais ses interlocuteurs, ils sont informés, ils connaissent l'état de la France. Donc les présidents qu'ils rencontrent, les premiers ministres qu'ils rencontrent, ils savent très bien qu'en ce moment Emmanuel Macron est en quelque sorte démonétisé. Et d'ailleurs, regardez, vous en avez parlé, le durcissement de la position du Tchad, par exemple, qui dit qu'il faut accélérer le départ des troupes françaises. Donc, ça, oui, c'est un exemple, par exemple. Mais bien sûr, oui, il peut jouer ce rôle. Oui, il a par ailleurs, ce domaine réservé des affaires étrangères et de la défense, mais on ne peut pas dissocier ce domaine de l'état réel de la France. Merci beaucoup Richard Verly, merci beaucoup Eva Morletto. Vous n'allez pas dormir beaucoup ces prochaines heures, mais bon, on débriefera tout ça dans les prochaines semaines avec vous, bien entendu, parce qu'il va y avoir encore beaucoup de rebondissements. Merci beaucoup à tous les deux.